En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe Michel Onfray et l'essayiste et chroniqueur Samuel Fitoussi. Michel Onfray est l'auteur de l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme, c'est chez Plomb. Pourquoi les intellectuels se trompent, c'est le titre du livre de Samuel Fitoussi aux éditions de l'Observatoire. Des intellectuels, ce sera le thème de notre émission, censé nous éclairer. Ils sont nombreux à avoir épousé les pires thèses totalitaires. Comment expliquer leur complaisance hier avec le communisme, aujourd'hui avec l'islamisme? D'où vient leur incapacité à voir ce qu'ils voient? Les intellectuels sont-ils le drame de la France? Tout de suite, les réponses de Michel Onfray et Samuel Fitoussi, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Michel Onfray, Samuel Fitoussi, bonjour. 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 Bonjour, ravi d'être avec vous ce matin. On va débattre du thème des intellectuels en France. Vous êtes tous les deux vous-même des intellectuels, mais vous ne manquez pas d'esprit critique avec 2 livres qui montrent finalement comment les intellectuels français se sont commis dans différentes folies totalitaires. Mais tout d'abord, je voulais commencer finalement avec l'actualité, puisqu'ils se sont commis dans ces folies dans le passé, mais peut-être encore aujourd'hui. On a cette affaire à Lyon 2 avec Fabrice Balanche, professeur de géopolitique, spécialiste reconnu notamment de la Syrie et des dynamiques géopolitiques au Moyen-Orient. Il y a quelques semaines, son cours est interrompu par des soi-disant militants antiracistes pendant le Ramadan. On l'expulse littéralement de sa salle de cours. On pensait qu'il aurait au moins le soutien de ses pairs. Et hier, la présidente de Lyon 2 finalement le lâche et explique d'une certaine manière qu'il a eu ce qu'il méritait parce que il a commis des provocations, etc. Est-ce que Michel Onfray, c'est de la collaboration, pour reprendre le titre de votre livre? Oui, d'abord, juste une petite remarque. Moi, je suis très content d'être associé à Samuel Fitoussi, qui me fait rire régulièrement. Merci. Merci beaucoup. J'ai trouvé son livre extrêmement intéressant. Je suis très honoré d'être convié à cette conversation. Oui, ce qui est arrivé dans cette livre, c'est très exactement l'illustration de la collaboration. Avec ces jeunes gamins, on a vu les images qui sont extrêmement violents, qui sont dans une grande brutalité. On voit même qu'on bouscule un professeur pour ses idées, on lui interdit de s'exprimer, et ça c'est assez régulier. Il y a plein d'universités de toute façon aujourd'hui qui n'invitent plus un certain nombre d'intellectuels, et puis il y a des enseignants qui font la loi. Enfin, si vous me permettez rapidement, par exemple, je devais faire une conférence sur l'agriculture ou l'avenir de l'agriculture au lycée hôtelier d'If en périphérie de Caen. Et j'avais vu ça avec une enseignante qui avait obtenu une autorisation de la part de son directeur, et des profs de la France insoumise ont demandé à ce que le débat n'ait pas lieu, et le débat a été programmé, et le directeur s'est couché. Donc il a collaboré lui aussi, alors qu'il aurait très bien pu dire, eh bien écoutez, Onfray sera là, vous lui poserez des questions, les plus agressives que vous voudrez d'ailleurs, mais il y aura un débat, simplement le débat n'a pas eu lieu, et là on voit que la présidente de l'université ne soutient pas son enseignant, elle dit vaguement, formule de politesse, je défends les libertés académiques, mais quand même, tout de même, par ailleurs, ce personnage a dit des choses et puis voilà, on tombe tout de suite dans l'insulte, complotiste et politiquement incorrecte. Donc ça justifie finalement que les étudiants puissent se comporter de cette manière-là, c'est-à-dire de manière extrêmement violente. On imagine qu'un autre pouvoir en place, avec un Mélenchon et les siens dirigeant les manettes, on aurait la possibilité de molester, de frapper, voire pire. Oui, parce qu'on rappelle que Fabrice Balanche, à l'origine, a quasiment été molesté avec des images assez spectaculaires de gens cagoulés qui sont rentrés dans sa salle de classe. Donc la réaction, effectivement, de la présidente est ahurissante. Alors, tous les universitaires ne sont pas là sur la ligne de cette présidente. Le Figaro a publié vendredi une tribune de 50 universitaires, pas des universitaires de Lyon 2, mais de toute la France, soutenant effectivement Fabrice Balanche et demandant la démission de cette
présidente. Mais même question, Samuel Fitoussi, votre livre, Pourquoi les intellectuels se trompent, montre comment effectivement un certain nombre de personnes intelligentes, cultivées, par idéologie, se sont laissées entraîner effectivement dans des folies. Est-ce que vous explorez surtout le passé, mais est-ce que c'est un livre qui est écrit pour le présent, et est-ce que effectivement cette affaire fait vraiment écho à ce que vous racontez dans votre livre? Oui, je pense que certaines choses n'ont absolument pas changé. Aujourd'hui, à l'université, c'est une des choses que montre cette affaire. Il est de plus en plus mal vu, surtout dans les départements de sciences sociales, d'aimer l'Occident et ses valeurs et de défendre l'Occident et ses valeurs. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu un canular académique où des chercheurs, enfin des faux chercheurs, avaient soumis à plusieurs revues académiques des papiers complètement farfelus, pseudo-scientifiques, et beaucoup de ces papiers-là avaient été acceptés, et ça avait permis de montrer que pour être accepté dans une prestigieuse revue académique aujourd'hui, souvent il faut et il suffit d'accabler l'Occident, de démontrer que l'Occident est rongé par la culture du viol, par le patriarcat, etc. Ils avaient même reproduit, je crois, Mein Kampf d'Hitler en présentant ça comme une publication originale, et finalement c'était passé. Alors exactement. Ils avaient bien remplacé les Juifs par je ne sais plus quoi, peut-être les Blancs d'ailleurs. C'est ça, ils avaient remplacé les Juifs par les mâles blancs toxiques et des choses comme ça, et ça marchait, parce qu'en final, la logique est pas très différente d'ailleurs entre l'antisémitisme nazi et le wokisme, en quelque sorte, si je peux me permettre cette provocation. Les nazis pensaient que les juifs tiraient les ficelles de la société à leur avantage. On voit les fameuses caricatures antisémites. Les woke aujourd'hui pensent qu'il y a un complot presque inconscient d'ailleurs, donc un complot sans comploteur, des blancs qui organisent et structurent la société à leur avantage. Et donc effectivement aujourd'hui, la mode à l'université dans les sciences sociales est à la dénonciation de l'Occident et de ses valeurs sans cesse. Et sur ce terrain-là, l'islamo-gauchisme dont parle Michel Onfray dans son livre trouve un terrain très favorable. Voilà. Mais effectivement, c'est absolument pas nouveau. George Orwell, déjà, dans les années 40, dénonçait l'anglophobie des intellectuels anglais. Et il disait, c'est assez étrange, mais chez les intellectuels de gauche, on a l'impression que la plupart auraient moins honte s'ils étaient aperçus en train de voler dans une boîte à dons pour pauvres que en train de chanter l'hymne national, la main sur le cœur. Donc Orwell, déjà à l'époque dans les années 40, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé ça au sein de l'intelligentsia de gauche. Orwell, que vous connaissez bien, Michel Onfray, vous avez écrit des livres justement comparant notre situation à celle de 1984, le célèbre livre écrit par George Orwell. Est-ce qu'on est dans une période totalitaire? Et en même temps, est-ce que c'est pas excessif, puisqu'effectivement Orwell, c'était une métaphore du goulag et du nazisme. On n'en est peut-être pas là aujourd'hui. Si, enfin, mon livre s'appelait Théorie de la dictature, et c'était effectivement une relecture de 1984, mais aussi de La ferme des animaux, pour montrer que on ne devait pas aller chercher les modèles de la dictature ou du totalitarisme au XXe siècle, en disant il faudrait que ce soit absolument le schéma nazi ou le schéma stalinien. Il y a d'autres façons d'être aujourd'hui totalitaire. Et le totalitarisme aujourd'hui n'est plus casqué, armé, botté, mais c'est un totalitarisme de contrôle. On avait jadis une société policière, on avait des policiers qui nous écoutaient, qui venaient nous chercher, qui nous emmenaient au goulag ou dans un camp de concentration, qui nous déportaient. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe, mais quand en 2005, les Français votent contre le traité constitutionnel européen et que la classe politique dit « vous avez mal voté, je jette votre référendum à la poubelle », et en 2008, on impose ce traité avec le traité de Lisbonne, eh bien, c'est l'une des modalités du totalitarisme nouveau. Il y a une façon d'interdire de parole, une façon de stigmatiser les individus en salissant leur nom, leur travail, leur œuvre. Il y a des gens qu'on n'invite pas à la télévision ou dans les médias classiques, il y a des gens qu'on interdit, on en parlait tout à l'heure, ce professeur de Lyon, mais également Sciences Po ou d'autres endroits où les philosophes sont interdits, ou même pas forcément des philosophes. Je songe à François Hollande, par exemple, dont le livre a été déchiré par des étudiants. François Hollande, c'est quand même pas un ultra... un ultra-conservateur. Effectivement, on a fait cette parenthèse sur le totalitarisme contemporain. On y reviendra, mais pour revenir à la situation des universités, il y a quelque chose d'intéressant si on compare la France aux États-Unis. Aujourd'hui, Donald Trump s'est lancé effectivement dans une croisade contre le wokisme aux États-Unis. Il supprime certains crédits à certaines universités.
de quel côté il est, selon vous, Michel Onfray? Du côté de la liberté d'expression ou finalement il emploie les mêmes méthodes que ses adversaires? Beaucoup disent, voyez, Donald Trump, justement, c'est lui qui est un dictateur, il interdit aux universitaires de penser comme ils le souhaitent. Il estime que quand il y a de l'argent public qui est donné à une institution, l'institution doit ne pas enseigner des choses qui ne seraient pas scientifiques. Et le wokisme est très anti-scientifique. C'est-à-dire que cette façon, par exemple, sur le combat transgenre, d'imaginer qu'il n'y aurait pas de nature, pas de génétique, pas de physiologie, pas d'anatomie, mais simplement une volonté. L'idée que nous ne naîtrions ni homme ni femme, mais que il nous suffirait de le devenir et même de le proclamer. Un homme qui dirait « je suis une femme », il aurait le droit de l'être. Une femme qui dirait « je suis un homme » aurait le droit de l'être. Lui dit, vous avez le droit de le penser si vous voulez, mais pas avec l'argent public. Donc, il mène un combat idéologique, et il a bien raison, puisque d'autres mènent aussi un combat idéologique. Puisque dès le primaire, on endoctrine les enfants, on continue avec le collège, on continue avec le lycée, on continue à l'université, et on fabrique finalement une intelligentsia qui, elle, défend ce genre d'idées. Si un homme politique dit, vous avez voté pour moi, mon programme était de lutter contre le wokisme, je lutte contre le wokisme. Moyennant quoi, si vous avez de l'argent dans votre université et vous avez l'intention d'enseigner le wokisme, allez-y, mais l'argent public ne permettra pas d'enseigner ce genre de sottises. Samuel Fitoussi, il vous reste 40 secondes avant la fin de cette première partie. Oui, même question sur Donald Trump. À votre avis, c'est le miroir inversé du wokisme ou il mène juste un combat idéologique légitime finalement En fait, je pense que sur Trump, il faut se garder de la tentation soit d'applaudir l'entièreté de son action et de dire que tout est génial et de rationaliser de façon farfelue tout ce qu'il fait, soit à l'inverse de tout condamner. Je pense qu'il y a certainement des choses bien, notamment sur le plan du combat contre le wokisme, et à l'inverse, moi il y a beaucoup de choses qui me mettent mal à l'aise sur le plan des relations internationales, la façon dont il a humilié Zelensky et dont il propage parfois des choses complotistes anti-ukrainiennes, la politique des taxes douanières, même si bien sûr c'est subjectif et je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi. Donc voilà, je pense que, mais sur le wokisme à l'université, je rejoins ce que vient de dire Michel Onfray. À partir du moment où une subvention publique est accordée à un établissement, il est normal que le contribuable qui accorde cette subvention ait un droit de regard sur ce qui est fait de son argent. Merci, ça ne nous a pas permis d'ailleurs de lever une fake news, puisqu'on a l'impression effectivement qu'il vire des profs, qu'il ferme des universités. Il se contente de couper des crédits publics. Merci Michel Onfray, merci Samuel Fitoussi. On fait une courte pause et on continue à parler des intellectuels, comment expliquer leur complaisance avec l'islamo-gauchisme, notamment leur passion totalitaire depuis toujours. On se retrouve pour en parler sur Sud Radio. En toute vérité, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Samuel Fitoussi, auteur de Pourquoi les intellectuels se trompent. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous pouvez également lire les chroniques de Samuel Fitoussi dans le Figaro, des chroniques satiriques, très amusantes, même si parfois la réalité dépasse presque la satire de Samuel Fitoussi, qui n'a plus qu'à finalement décrire le réel. Michel Onfray, auteur de multiples livres, mais notamment de l'autre collaboration, livre qui évoque également les folies intellectuelles, et notamment des intellectuels de gauche qui se sont compromis avec l'antisémitisme, notamment. Vous expliquez dans ce livre qu'effectivement les intellectuels de gauche ont une longue tradition antisémite et que ça ne date pas de Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray. Oui, j'ai surtout voulu voir le XXe siècle dans cette aventure, en disant que mon travail consiste à démystifier aussi bien la psychanalyse que les monothéismes, la tradition idéaliste, ce genre de choses. J'ai voulu faire la même chose avec la question de l'antisémitisme. On nous dit souvent l'antisémitisme c'est à droite et puis le philosémitisme c'est à gauche. Alors c'est pas vrai, j'avais fait pour le Figaro un papier comme ça de chic, sans travailler beaucoup, mais avec les références que j'avais déjà dans ma bibliothèque, et puis je me suis dit mais il faudrait faire la même chose avec le XXe siècle. Et puis quand j'ai vu l'étendue des dégâts, je dirais d'Alain jusqu'à Badiou, oui, pour prendre le dernier vivant, en passant par Sartre, Beauvoir, Foucault, Deleuze, etc., ou Jean Genet, j'ai été consterné. C'est tellement consternant d'ailleurs que Gallimard m'a interdit de citer, il m'a pas donné les droits de citation de Sartre, de Beauvoir, de Genet, de Foucault et de Deleuze. Donc il y avait vraiment matière à je
ne pas être vulgaire, mais à gerber, quoi. Il y a des pages terribles chez tous ces philosophes-là. Donc oui, ils ont été antisémites, et ça n'est pas un privilège de la droite que de l'avoir été. C'est un privilège de pratiquement tout le monde, pourvu que ce soit des non-juifs. Il y a à peu près que les non-juifs qui sauvent la mise au XXe siècle. Et pourquoi alors on se focalise uniquement sur l'antisémitisme de l'extrême droite, qui a été réel aussi, il ne faut pas le sous-estimer, mais pourquoi cette focalisation, d'autant plus dans un contexte où on a le sentiment que l'antisémitisme qui fait son retour en France fait plutôt son retour par la gauche? Je trouve qu'il y a une réécriture de l'histoire, ou une écriture de l'histoire par la gauche, qui a évidemment effacé tout ce qu'il y avait de plus déplorable chez elle, c'est-à-dire par exemple le pacte germano-soviétique et 2 années de collaboration des communistes avec le régime nazi, jusqu'à ce que Hitler arrête lui-même ce pacte avec Barbarossa. Et donc évidemment, vous n'avez pas forcément intérêt à dire que vous avez collaboré par antisémitisme notamment pendant 2 années. Donc ils deviennent résistants après la fin de ce pacte germano-soviétique. Et puis, quand le général de Gaulle veut réunir tout le monde, sauf les collaborateurs, mais il va jusqu'à réunir les pétinistes et les maréchalistes, la preuve, c'est qu'il met Mitterrand dans son gouvernement, eh bien, il ne peut pas leur donner des postes régaliens. Vous ne pouvez pas donner aux communistes les affaires étrangères, la défense, ou le budget ou l'économie. Donc, vous leur donnez la culture, l'université, la recherche, et ils deviennent le PCF devient le parti de l'intelligence. Ils sont quand même 25% à la Libération. Ils pèsent extrêmement lourd. On parlait pardonnez-moi, j'aime pas interrompre, mais on parlait justement au début d'émission du poids de l'extrême gauche finalement aujourd'hui et de son idéologie à l'université. Est-ce que c'est un héritage déjà de cette période-là? Oui, parce qu'on considère qu'un intellectuel, c'est de gauche, et que si vous êtes un intellectuel de droite, c'est que vous n'êtes pas un intellectuel, vous n'êtes pas un philosophe. Regardez ce qui s'est passé avec Raymond Aron, ou avec d'autres. Si vous n'êtes pas de la bonne gauche, quelqu'un comme Albert Camus, qui lui n'a jamais caché qu'il était de gauche, mais d'une gauche libertaire, ça ne suffisait pas, il fallait être de la gauche marxiste, jacobine, et c'était la seule bonne gauche. C'est encore le cas aujourd'hui. Si vous réclamez d'une gauche proudhonienne, comme c'est mon cas, vous êtes un type de droite, et si vous êtes un type de droite, vous êtes un type d'extrême droite, et si vous êtes d'extrême droite, vous ne pouvez pas être philosophe. Donc vous êtes juste un essayiste, un polémiste, ou ce genre de choses. La gauche a écrit l'histoire, et on oublie que, par exemple, Dumont, qui a été un candidat le premier candidat écologiste en 1974, a écrit des textes qui faisaient l'éloge de l'agriculture nazie dans des journaux pétinistes. C'est-à-dire que quand les écologistes aujourd'hui viennent chercher des poux dans la tête de Marine Le Pen, en disant « mais votre père a été ceci », personne ne dit aux communistes « mais vous avez collaboré avec le pacte germano-soviétique », et personne ne dit aux écologistes « votre premier candidat avait fait l'éloge de l'agriculture productiviste des nationaux socialistes ». Donc il faut faire de l'histoire quand ces gens-là ne font que de la légende et de l'idéologie. Samuel Fitoussi, votre livre s'intitule « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» Mais est-ce que vous avancez pas masqué? On aurait presque pu l'appeler « Pourquoi les intellectuels de gauche se trompent ?» Non, il y a plus d'intellectuels de gauche dans votre livre que d'intellectuels de droite. Oui. Il y a certains intellectuels de droite, mais il faut dire que sur la période que je couvre majoritairement dans mon livre, qui est en France de 1945 à aujourd'hui, ce sont surtout les intellectuels de gauche qui se sont trompés sur énormément de sujets. Que ce soit sur Staline, qui dans les années 50 faisait presque l'unanimité. Sartre est rentré du RSS et dans un entretien à Libération a expliqué que si les citoyens soviétiques ne venaient pas plus souvent en France, c'est parce qu'ils étaient trop bien chez eux et qu'ils n'avaient pas envie de partir. Simone de Beauvoir est rentrée de Chine. Et elle a commis un livre de 400 pages à la gloire de Mao, où elle expliquait que le maoïsme était un humanisme et que Mao menait une politique que tout régime soucieux du bien-être de son peuple devrait mener. On sait que Libération a applaudi la prise de pouvoir au Cambodge par les Khmers rouges et s'est acharné à nier le génocide pendant près de 2 ans. On sait aussi que Simon Leys, dans les années 70, a essayé d'alerter l'intelligentsia française sur le bilan humanitaire du maoïsme. Il y avait déjà eu des dizaines de millions de morts à ce moment-là, et il s'est fait traiter de charlatan par Le Monde et le Nouvel Obs. Le Monde a écrit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Le Monde l'a traité de charlatan. Alors qu'il y avait littéralement des dizaines de millions de morts qui s'accumulaient. Et en parallèle, Le Monde publiait les tribunes de Roland Barthes et Philippe Solers, qui rentraient de Chine à ce moment-là, et qui avalaient toute la propagande qu'on leur servait et faisaient l'éloge du maoïsme.
Donc effectivement, c'est surtout la gauche qui s'est trompée. Mais certains intellectuels de droite aussi, dont je parle dans mon livre. Mais, bien sûr, mais il faut dire surtout la gauche. Mais... Et pour rejoindre ce que disait à l'instant Michel Onfray, je pense qu'on pardonne plus facilement à la gauche parce que quand la gauche se trompe, on considère que c'est une dérive, un dévoiement de sa nature réelle qui par essence serait bonne, alors que quand la droite ne se trompe pas ou tient des propos justes, on considère qu'elle les a tenus un peu par chance et qu'elle dissimule son vrai visage qui par essence serait mauvais. Ou alors, quand la droite se trompe, on dit « Ah, voilà, là, elle révèle son vrai visage ». Donc, au nom d'une vision encore un peu puérile, manichéenne, presque enfantine, avec la gauche qui serait le bien et la droite le mal, on s'enferme dans une chose irréfutable où l'important c'est d'être de gauche. Quand la gauche se trompe, alors dans ce cas-là, c'est pas la gauche qui est en cause, c'est certaines dérives, et dans ce cas-là, il faut reconstruire une vraie gauche. Et donc voilà, on est un peu bloqué dans ce logiciel-là, avec la gauche qui serait le bien, la droite le mal, et donc on pardonne plus facilement, je pense, à ceux qui se réclament de gauche parce qu'on ne remet jamais en question la pureté des intentions, etc. Michel Onfray, vous rappeliez, et Samuel Fitoussi aussi rappelait Simone de Beauvoir, Sartre, qui ont soutenu les régimes soviétiques. Vous parlez dans votre livre de Foucault qui va en Iran, je crois que Sartre aussi. D'ailleurs, au moment de la révolution de l'ayatollah Khomeini, est-ce que aujourd'hui on est dans le même type de réflexe avec certains intellectuels de gauche, mais aussi hommes politiques de gauche qui défendent des régimes type Maduro en Amérique latine, qui peuvent se montrer complaisants effectivement avec le Hamas, hein. Est-ce que c'est comparable avec leur soutien à l'Union soviétique il fut un temps? Oui, mais pas seulement. Enfin, il n'y a pas que les régimes les plus insupportables, parce qu'on aurait pu effectivement ajouter Cuba, enfin l'espèce de fascination. Mais il y a une fascination pour l'erreur surtout. Et alors évidemment, il y a les soutiens d'un certain nombre de régimes insupportables sur la planète entière. Mais il y a aussi aujourd'hui en France cette incapacité à voir ce qui se passe contre le peuple ou sur le peuple. On va y revenir. Marotte, mais depuis Maastricht. Nombre d'intellectuels qui nous disent qu'il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité, qu'il n'y a pas de misère, qu'il n'y a pas de pauvreté, que les gilets jaunes sont détestables, qu'ils sont antisémites, qu'ils sont homophobes, qu'ils sont etc. etc. Enfin, il y a une façon de passer à côté du réel qui est assez constante. Vous savez, c'est vieux cette histoire, il n'y a pas que les intellectuels de gauche, mais dans la vie de Thalès, qui était un philosophe de l'Antiquité grecque, tout au départ, parmi les 7 sages, on raconte qu'il était en train de regarder le ciel et que toute sa contemplation du ciel, il n'avait pas vu le trou d'un puits dans lequel il est tombé, ce qui faisait rire la servante Thrace. La servante Thrace, c'était la femme simple. En gros, on disait, regardez l'intellectuel, tout à son ciel des idées, il n'est pas capable de voir le réel. Eh bien, ça, c'est ce qui fait l'intellectuel, pas seulement l'intellectuel de gauche. Oui, l'intellectuel hors sol. Et d'ailleurs, vous opposez souvent la philosophie grecque et la philosophie romaine avec... Absolument, les sont des gens de l'idée, et les Grecs les Romains sont des gens concrets. Voilà pourquoi d'ailleurs on dit qu'il n'y a pas de philosophie romaine, mais elle s'exprime en dehors des concepts, la philosophie romaine, elle s'explique dans des exemples. Cincinnatus, ce genre de choses, on n'a pas besoin de grandes idées. Simplement, les intellectuels pensent que le réel n'a pas d'importance, que ce qui compte, ce sont les idées. Quand Rousseau écrit très précisément « Commençons par écarter les faits », on a l'explication, on a la réponse à la question de Samuel, c'est-à-dire pourquoi ils se trompent, les philosophes, parce qu'ils écartent les faits. Et qu'ils disent, mais voyons déjà l'idéal. Rousseau dit, je pose l'hypothèse d'un homme naturel. 2 pages plus loin, c'est plus une hypothèse, mais vérifions la vérité de cette chose-là. 3 pages plus loin, c'est devenu une espèce de vérité. Donc l'homme naît naturellement bon. Et c'est la société qui l'a perverti. Changeons la société, abolissons la propriété, et nous aurons l'homme des origines, qui est un homme formidable. C'est le schéma de Rousseau, ça devient le schéma de Robespierre, qui devient le schéma de la Révolution française, et c'est le schéma d'une gauche qui est restée néo-jacobine. La préférence des idées à la réalité, c'est ce qui distingue l'intellectuel. Plus encore l'intellectuel de gauche, c'est sûr. Merci Michel Onfray, merci Samuel Fitoussi. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on poursuit le débat. À tout de suite.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, notamment avec Michel Onfray, auteur de l'autre collaboration, Les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Ça paraît chez Plomb. Et avec Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, aux éditions de l'Observatoire. On débat justement des folies des personnes censées être les plus éclairées. Avant la pause, Michel Onfray pointait la différence finalement entre la philosophie grecque et la philosophie romaine. Il nous disait que la philosophie romaine était concrète et que la philosophie grecque, c'était les concepts et les idées qui primaient finalement sur les faits et la réalité. Et donc ça rejoint la question que je voulais vous poser, Samuel Fitoussi. Comment expliquer, et c'est tout le cœur, enfin tout le sujet de votre livre, que des personnes censées être les plus rationnelles, les plus éclairées, les plus cultivées, puissent se fourvoyer comme certains intellectuels se sont fourvoyés. Dans mon livre, je m'intéresse beaucoup au raisonnement, à pourquoi l'être humain raisonne, et je montre en m'appuyant sur des chercheurs comme Jonathan Haidt ou Dan Mercier et Hugo Sperber, Dan Sperber et Hugo Mercier, que l'évolution nous a doté d'une capacité à raisonner, non pas uniquement pour accéder à la vérité, mais aussi pour nous permettre d'avoir une bonne réputation en société. C'est-à-dire, il faut imaginer, pendant des millions d'années, aurait plus survécu et se serait plus reproduit l'homme prêt à rationaliser des bêtises qui faisaient consensus dans son environnement, que l'homme obsédé par la vérité et qui s'opposait au consensus de son milieu tout le temps. Donc, on est les ancêtres d'individus assez conformistes. Et donc, la raison nous oriente vers la rationalisation de l'erreur à la mode souvent. Et ça, c'est, je pense, plus le cas pour les intellectuels que pour d'autres. Parce que, prenez un entrepreneur. L'entrepreneur, s'il commet des erreurs, sa société fait faillite. Il joue sa propre peau. Le boulanger, si son pain est mauvais, il n'aura pas de clients. À nouveau, il joue sa peau. Alors que l'intellectuel peut se tromper sans arrêt et quand même continuer à être pris comme une référence. Orwell, dans les années 40, disait que les commentateurs et les pseudo-experts, etc., n'étaient pas incités psychologiquement à former les prévisions les plus justes, mais simplement à caresser leur lectorat dans le sens de leur inclination idéologique. Donc, Simone de Beauvoir, par exemple, toute sa vie, elle a applaudi, par exemple, elle a justifié les purges, les déportations et le goulag en URSS parce que ça permettait, et là je la cite, la construction positive communiste, et je la cite encore, ça permettait d'apporter un immense bonheur à un immense nombre d'êtres humains. Donc elle a justifié toute sa vie des horreurs, et pourtant elle vivait une vie agréable à Saint-Germain-des-Prés. Donc dans un contexte, dans un environnement où on ne subit pas soi-même le prix de ses égarements, la raison humaine nous oriente surtout vers ce qui va promouvoir notre réputation et non pas vers la vérité. Or, comme faisait consensus des théories complètement farfelues pendant plusieurs décennies au sein de l'intelligentsia française de gauche, ces intellectuels-là ont utilisé toute leur intelligence pour défendre ces idées farfelues. Est-ce que c'est typiquement français ? Michel Onfray parlait tout à l'heure des intellectuels grecs, enfin de la philosophie grecque et de la philosophie romaine. Est-ce que il n'y a pas chez les intellectuels français justement une fascination particulière, peut-être pour la radicalité, qui les conduit à l'erreur ? Je ne sais pas, mais je peux avoir l'impression que d'autres intellectuels dans d'autres régions du monde, notamment à gauche, se sont moins trompés, moins compromis avec le communisme, le stalinisme, par exemple. Oui. Il y a peut-être effectivement une forme d'hubris et je pense une hypothèse que j'expose dans mon livre, c'est l'idée que peut-être les intellectuels sont particulièrement attirés par les modèles de société totalitaires ou en tout cas autoritaires, parce que dans les démocraties libérales, les intellectuels n'ont pas un rôle suffisamment important. Ils n'ont un rôle que descriptif, ils peuvent décrire la société, mais ils ne peuvent pas la réordonner. On ne fait pas appel à eux pour avoir le plan de la bonne société. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Aron quand on lui a demandé pourquoi est-ce que les gens préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Et il répond dans ses mémoires, l'intelligentsia ne me pardonnera jamais de ne pas donner la méthode pour parvenir à l'utopie, de ne pas donner le plan permettant d'y accéder. Et donc, alors que dans un régime totalitaire ou autoritaire, c'est l'intellectuel qui théorise sur sa feuille de papier la société parfaite, et ensuite le politicien applique ses méthodes. L'intellectuel peut
la matière humaine, il peut la façonner, et on voit encore cette volonté aujourd'hui. Je pense par exemple dans les départements d'études de genre à l'université, vous avez beaucoup de sociologues qui veulent placer les hommes et les femmes dans stricte parité dans tous les domaines, comme si les individus étaient des pièces d'échecs. Je pense qu'il y a une volonté de la part de l'intellectuel de réorganiser la société selon les modèles qu'il imagine idéaux, mais ça se heurte sans cesse aux volontés individuelles, et donc il y a toujours besoin de plus de totalitarisme pour orienter pour forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Oui, mais je vous demandais, mais du coup, je vais poser aussi la question à Michel Onfray, si c'était une spécificité française, ou j'ai l'impression que c'est encore accru cette tendance des intellectuels en France. Et d'ailleurs, je vous pose la question, Michel Onfray, puisque vous nous expliquez dans votre livre, finalement, que l'islamo-gauchisme a des origines françaises. Oui, il y a des origines françaises, mais pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'on est un pays de guerre civile en France. Regardez les guerres de religion, le sang a coulé à Saint-Barthélemy, regardez la Révolution française, le sang a coulé avec la Révolution, avec la terreur, les tribunaux d'exception, on a eu la même chose avec l'opposition au XIXe siècle entre les libéraux et la gauche, je dirais les communistes, les anarchistes, les socialistes. On a eu au XXe siècle l'affaire Dreyfus, on a eu l'opposition entre les gens qui défendaient les régimes totalitaires et ceux qui s'y opposaient. Et puis il y a une espèce de jurisprudence Révolution française, pas tant 1789 que 1793. Il y avait un très beau livre j'oublie son nom d'un seul coup, d'Hannah Arendt, mais Georges Gusdon, qui opposait les révolutions françaises la Révolution française à la Révolution américaine. La Révolution américaine se fait au nom de la liberté, peut-être au détriment de l'égalité. La Révolution française, elle se fait au nom de l'égalité, peut-être aussi au détriment de la liberté. Il y a une espèce de jurisprudence 1793 qui célèbre la violence. Il y a des pages terribles chez Sartre dans la critique de la raison dialectique où il nous dit que la violence est accoucheuse de l'histoire. C'est une espèce de lecture de Hegel. On parlait tout à l'heure de la dialectique, vous parliez tout à l'heure de la dialectique, mais cette idée Samuel parlait de Simone de Beauvoir justifiant les camps, mais tout ça s'appuyait sur Hegel. Hegel disait, mais il y a un moment de négativité dans la dialectique. Vous avez une espèce de thèse, de synthèse, d'antithèse et de synthèse. Bon, il y a un moment de négativité. Oui, il y a eu le monde capitaliste qui n'est pas bien. Il faut un moment de négativité pour détruire ce monde capitaliste. Ça suppose le goulag, les barbelés, etc. Mais la synthèse sera gouvernementale et là, pour le coup, on aura un communisme extraordinaire. Et la fascination pour les idées, fascination pour la philosophie allemande, pour le coup, elle fait que ces gens-là croyaient vraiment, sincèrement, que les idées menant le monde, le goulag permettrait un jour de déboucher sur une société totalement réconciliée, pacifiée, où les hommes seraient véritablement heureux. On leur disait, mais tout ça c'est très bien, c'est la phénoménologie de l'esprit, mais dans la réalité, il y a des gens qui sont dans des goulags. Et ils disaient, mais non, la réalité n'existe pas, ces gens-là sont payés par la CIA, ils inventent, ils disent n'importe quoi, enfin, d'où la détestation de tous les David Rousset, les Primo Levi, les Robert Antelme, ou les Solzhenitsyn, qui ont pu décrire par le menu le détail totalitaire. Il faut voir comment la presse communiste a reçu ces livres-là. Jusqu'à Jean Daniel, qui sur le plateau de Bernard Pivot, parce qu'à l'époque, il fallait l'union de la gauche, entre le Parti socialiste et le Parti communiste, attaquait, on l'a oublié ça, mais attaquait Solzhenitsyn. Solzhenitsyn était sur le plateau de Pivot et se faisait attaquer par un communiste, plus Jean Daniel, qui nous disait que globalement, il ne fallait pas désespérer Billancourt. Donc toujours les idées, et toujours l'idée que si on arrive au pouvoir, on réalisera une société pacifiée. Et d'une certaine manière, c'est aussi le christianisme laïcisé. Parce que la conception de l'histoire du christianisme, avec cette idée d'une parousie un jour, elle rend possible un Marx qui nous dit que cette parousie, finalement, elle aura lieu, ce sera la société sans classe. Donc quand vous avez le schéma chrétien, quand vous avez le schéma progressiste, avec Condorcet en France, avec Hegel au siècle suivant, eh bien vous avez une idéologie française, pour le coup, je détourne la forme. Oui, de Bernard-Henri Lévy. Oui, il y a une spécificité française, hélas, et on le voit bien actuellement, comment il y a une espèce de célébration de la violence, une incitation à la violence révolutionnaire. On voit dans la rue aujourd'hui des têtes coupées, enfin des simulations de têtes coupées, on voit des guillotines, on renvoie à des pendaisons, enfin il y a des gens qui manifestent en faisant de 1793 leur modèle. Nous en sommes encore là. Et dans votre livre, vous faites aussi la généalogie de l'islamo-gauchisme, et c'est une généalogie finalement française. Oui, si vraiment vous voulez juste un seul nom, ce serait Roger Garaudy, qui a épousé toutes les erreurs de son siècle.
et qui lui, déçu un petit peu par ce que l'Union soviétique est devenue, un peu allumé par ce que mai 68 fait voir, dit mais finalement la vraie révolution, elle se trouve dans l'islam. On retrouve ça chez le dernier Sartre. Je rappelle que quand chez un Sartre des années 72 qui le dit, puis dans le dernier Sartre qui dira que c'est le messianisme juif qui prend en main la révolution et qui devrait pouvoir reprendre en main aussi la violence. Dans Actuel, et Samuel le cite dans son livre, mais dans un numéro d'Actuel en 1972, Sartre dit « Nous n'avons pas assez décapité ». Aurions-nous décapité plus encore que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc cette fascination française pour la violence, pour la guillotine, elle est toujours là. Et il y a des maisons d'édition, La Fabrique ou autres, où on fait sans cesse l'éloge de Robespierre, de la terreur. Il y a des écrivains, il y a des auteurs dans ce catalogue, il y a Badiou et quelques autres. Cette gauche-là, elle défend toujours 1793 et pas tant 1789. Merci Michel Onfray, merci Samuel Fitoussi. On se retrouve pour la dernière partie dans Toute Vérité. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio pour parler des intellectuels, de leurs erreurs, des folies totalitaires vers lesquelles ils nous ont conduits et ils nous conduisent peut-être. Pour discuter du sujet, nous avons le plaisir de recevoir Samuel Fitoussi, auteur de Pourquoi les intellectuels se trompent, c'est aux éditions de l'Observatoire, et Michel Onfray, l'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme. Avant la pause, Michel Onfray montrait que l'islamo-gauchisme s'inscrivait dans une généalogie française. Samuel Fitoussi, avant ce livre aussi, vous aviez écrit un livre sur le wokisme. Le wokisme est souvent qualifié d'idéologie anglo-saxonne, mais là aussi, elle prend ses sources en France. Oui, bien sûr, c'est les penseurs de la déconstruction qu'on a envoyé en quelque sorte, les idées des penseurs de la déconstruction qu'on a envoyées en quelque sorte aux États-Unis et qui nous reviennent en boomerang. Mais je pense qu'à nouveau, l'idée à la base de tout ça, c'est une haine des sociétés dans lesquelles on habite. Donc, je parlais d'Orwell qui dénonçait l'anglophobie des intellectuels britanniques et il disait que l'anglophobie les poussait à soutenir les régimes étrangers, même totalitaires et humainement désastreux. Il disait l'intelligentsia anglaise a développé une loyauté nationaliste à l'égard de Staline, et elle a l'impression que dire du mal de Staline, c'est blasphémer. Donc je pense qu'à l'époque, et il disait, les intellectuels cherchent souvent des patriotismes de substitution. Donc peut-être qu'ils ont trouvé un patriotisme de substitution d'abord dans Staline, ensuite, là, effectivement, Sartre et Foucault ont applaudi la révolution iranienne, mais peut-être pas par fascination pour l'islam, mais peut-être parce que l'islam incarnait un contre-modèle à celui des démocraties libérales. Donc je pense qu'il y a de ça. Et ensuite, avec le wokisme, effectivement, le wokisme vient donner une nouvelle rationalisation pseudo-scientifique à toutes ces idées pour justifier de congédier l'Occident et ses valeurs. Je pense qu'il y a aussi une incitation très forte à critiquer pour les intellectuels. Je cite dans mon livre une phrase de Abraham Lincoln qui dit que des gens brillants continueront à apparaître parmi nous, et que l'ego des gens brillants ne peut pas être satisfait simplement par le fait de révérer les constructions du passé. Les gens brillants ont besoin de créer, et pour ça ont besoin de justifier, de congédier ce qui existe déjà. Et pour justifier de congédier, il faut sans cesse critiquer. Donc ça expliquerait pourquoi la déconstruction, par exemple, est si populaire. Pourquoi les sociologues aujourd'hui ont envie d'accabler sans cesse nos sociétés. En vérité, c'est pas simplement pour en dire du mal, c'est parce que derrière, ça leur permettra d'expliquer au peuple, aux Français, quel est l'ordre nouveau meilleur, celui qu'ils ont en tête et qu'ils veulent imposer aux autres, pour expliquer aux gens ce qui les rendrait vraiment heureux. Donc voilà, c'est ma réponse. La haine de soi, la haine de l'Occident est un moteur, effectivement, peut-être de ces folies idéologiques. Il y a peut-être une autre phobie, Michel Onfray, qui explique tout cela, je dirais, c'est presque la prolophobie. Et j'en reviens à vos livres, mais aussi au référendum de 2005. Vous avez rappelé qu'on n'avait pas du tout respecté la volonté du peuple à ce moment-là. Est-ce que les intellectuels, ou une partie d'entre eux en tout cas, sont dans un entre-soi et finalement dans une détestation du peuple ? Oui, parce qu'ils idéalisent un certain type de peuple. Par exemple, Marx déteste les paysans, il déteste les campagnards, il prétend qu'ils sont attachés à leurs terres, que la collectivisation ne peut pas se faire avec ce genre d'individus. Et ce que Marx célèbre, c'est l'avant-garde éclairée du prolétariat.
C'est même pas le prolétariat, c'est l'avant-garde éclairée du prolétariat. Donc c'est pas la totalité de la classe ouvrière, mais c'est une partie de la classe ouvrière qui est militante et qui est engagée. C'est à elle qu'on confiera, dit Marx, la dictature du prolétariat. Donc cette détestation du peuple dans sa totalité et cette substitution du peuple dans sa totalité par une avant-garde éclairée, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Il n'y a plus de prolétariat au sens classique du terme. Les catégories de Marx ne fonctionnent plus. Le prolétaire ne possédait que ses moyens de production et le bourgeois possède sa force de travail, je dirais, et l'autre possédait les moyens de production. C'est plus du tout comme ça qu'on peut définir le prolétaire et le bourgeois. Donc il y a un néo-peuple aujourd'hui et on considère que le peuple français, il est franchouillard, il est beauf, qu'il faut le détester, il est blanc. On lui doit effectivement le colonialisme, on lui doit Vichy, on lui doit Pétain, on lui doit le national-socialisme. On parlait tout à l'heure de l'idéologie française, mais Bernard-Henri Lévy nous fait savoir que c'est la France qui a inventé le nazisme. C'est quand même un peu fort. Et on oublie qu'il y a un peuple français, et on se dit, ben, souvenez-vous Terra Nova, qui nous dit remplacer le peuple français par un néo-peuple. Et ce néo-peuple, il est métissé, ce sont les femmes radicales dans leur féminisme, ce sont les transgenres, ce sont les délinquants, ce sont les délictueux, ce sont les musulmans agressifs. Et à partir de ça, vous aurez une nouvelle avant-garde. Elle sera l'avant-garde éclairée qui permettra la dictature de la révolution. Et on y est toujours. Il y a toujours cette fascination pour Marx et cette détestation de Proudhon en même temps, qui lui avait bien compris qu'on ne ferait pas une révolution de type marxiste sans avoir du sang, des larmes, des goulags et des barbelés. Mais il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est le communisme véritablement. Regardez Alain Badiou, il nous dit, mais quand vous allez m'envoyer l'Union soviétique, le Chili, Cuba à la figure, je vous dirais que ça n'a rien à voir avec le communisme. Lui, il nous parle de l'hypothèse communiste. Quand on lui dit, mais regarde, ce que le réel nous enseigne 100 millions de morts, il dit, mais ça, c'est un argument d'extrême droite, parce que finalement, l'hypothèse communiste, elle est vraiment la plus belle. Il retraduit la République de Platon, qui est la matrice du communisme, et on en est là. C'est-à-dire que le réel ne touche jamais ces gens-là. Donc évidemment, quand le réel, c'est le souci du peuple, le peuple, lui, il n'a pas besoin d'en arriver à la dialectique de Hegel ou aux idées de Platon ou aux conceptions de Marx pour penser le monde. Lui, il voit bien, il souffre, il est dans la réalité, il dit on n'arrive pas à mettre de l'essence dans notre voiture. Et là, on dit mais quelle vulgarité. Donc oui, il y a une détestation du peuple chez ces gens qui prétextent pourtant qu'ils œuvrent au bonheur du peuple. Ça me fait penser ce que vous dites à une interview qui m'est quasiment, qui m'a interpellé il y a une semaine, c'est celle de Pierre Rosanvallon dans Le Monde. On lui demande de réagir à l'élimination de Marine Le Pen, enfin à la condamnation de Marine Le Pen et donc de fait à son élimination politique. Bon, il explique que les juges n'ont pas jugé de manière politique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre, un point de vue qu'on peut entendre, mais surtout, il explique que les juges sont aussi bien dépositaires de la souveraineté populaire que les élus. Et puis, il explique même que, bon, là, finalement, le concept de souveraineté populaire est un concept qui n'est pas très bon parce que ça aboutit à une souveraineté arithmétique et donc, il conteste le fait majoritaire dans la démocratie. Il explique que la démocratie, c'est pas simplement la majorité et qu'après tout, des juges non élus pourraient prendre des décisions politiques. Est-ce que c'est justement l'expression de cette prolophobie là chez Pierre Rosanvallon, qui n'est pas d'extrême gauche, hein, a priori, qui serait plutôt centriste ou de centre-gauche? C'est une question pour Samuel, pour vous, Michel Onfray, mais Samuel pourra réagir également. Rosanvallon, c'est quand même le prototype de la pensée maastrichtienne. Ce sont les saint-simoniens qui estiment qu'il faut laisser les gens compétents décider, c'est-à-dire les juges, les universitaires, bien sûr, mais également les gens de médias, les journalistes, et que le peuple, il se trompe, il erre. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a entendu chez ceux qui ont estimé que le traité de Lisbonne pouvait régler le problème du référendum de 2005, en disant laissez faire les gens qui savent faire. Et oui, il y a une espèce de détestation du peuple chez ces gens-là, une espèce d'arrogance des universitaires qui nous disent en gros quel est votre quotient intellectuel, quel est votre niveau d'études, avez-vous fait des études supérieures,
et une espèce de retour du suffrage censitaire, qui consiste à dire que la démocratie n'est plus le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais que la démocratie, c'est l'expression par ses élites de ce que doit être le pouvoir au nom du peuple, pour le bien du peuple, parce que M. Rosan-Vallon sait ce qui est bon pour le peuple. Il connaît probablement la vie des gens simples et des gens modestes, et il dit, mais moi, j'ai des diplômes, je suis un important de la République, et laissez-nous décider tranquillement. Ces gens-là sont des maastrichtiens qui ont décidé qu'il fallait faire l'économie du peuple. J'utilise souvent le mot de Gracchus Babeuf, le populicide. Ce sont des amateurs de populicide, parce qu'aujourd'hui, on est soit populicide, soit populiste. Et puis, voilà, les choses sont extrêmement claires. Mais ça ne m'étonne pas de la part de cette intelligentsia assez suffisante et arrogante qui s'en vient dire, mais si le peuple ne pouvait n'avoir qu'une seule tête pour qu'on puisse la lui couper. Merci Michel Onfray, du coup ce sera le mot de la fin, mais on pourra vous réinviter tous les deux, c'était passionnant, et d'ailleurs dans les pages du livre de Samuel Fitoussi, il explique aussi qu'en réalité les élites se sont souvent plus fourvoyées que le peuple. On dit que les passions tristes, les masses ont contribué à la Seconde Guerre mondiale, à l'avènement du communisme, c'est plutôt les minorités, et notamment les élites qui ont été les premières dans ces idéologies. Là, merci Samuel Fitoussi. Merci Michel Onfray. On rappelle vos livres. Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, c'est aux éditions de l'Observatoire. Michel Onfray, l'autre collaboration, Les origines de l'islamo-gaucher, c'est chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.